Bonjour Franck. Bonjour Anne-Christelle. Franck, tu es le fondateur de Congruence, tu es consultant, auteur, conférencier et un expert en relations de confiance. Et j'ai voulu t'interviewer sur le thème des compétences de demain, parce que c'est un thème sur lequel tu travailles depuis plusieurs années, puisque tu accompagnes tes clients à participer au changement, à la transformation dans le monde des entreprises, euh, Ouais, qui est aussi en perpétuelle évolution et aussi qui vit des crises comme la crise sanitaire dans laquelle... qu'on est en train de connaître, ouais, qu'on a connu, ouais. Mm. Ouais. Et tu parles beaucoup dans tes conférences, dans tes livres aussi, de compétences qui sont la co-création, la bienveillance, la sécurité psychologique en entreprise, l'intelligence émotionnelle et j'en oublie plein d'autres. Et ma question, Franck, c'est cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre, j'ai l'impression que ça fait émerger encore plus ces compétences de demain ou bien ces compétences d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Alors, en fait, oui, si tu veux, la crise sanitaire, elle a fait exploser toutes les crises qui étaient déjà émergentes dans les entreprises. Et notamment, c'était des crises que j'appelle moi des crises relationnelles, des crises de relations. Vraiment des crises de relations humaines. Moi, je m'aperçois depuis des années que, quels que soient les marchés, quelles que soient les tailles des entreprises, tu as des gens qui travaillent entre eux, mais avec des fonctions et qui ne sont pas en relation. C'est-à-dire qui ont beaucoup de difficultés à non seulement à être en confiance les uns avec les autres, cette fameuse relation de confiance qui prime sur les contenus, tu sais, qui est mon dada, mais aussi qui est encore plus nécessaire lorsqu'on est dans des contextes de changement. Voilà. Et la crise, elle met ça en évidence. C'est-à-dire que, et on le vit d'ailleurs sur le plan politique, hein, on voit bien que quand il n'y a pas cette relation de confiance, eh bien, le contenu ne passe pas, et encore plus quand le contenu est une obligation de changement. Voilà. Alors, on sait qu'on vit dans un monde qui est un monde en perpétuel changement, qu'il n'y a aucune stabilité. Hein. La seule stabilité, c'est précisément le changement. Et la crise du Covid, de la Covid, puisqu'on dit la Covid, hein, elle a mis encore plus en évidence cette nécessité d'adaptation au monde, de flexibilité comportementale. Et cette flexibilité comportementale, elle touche à la fois à la flexibilité de moi vis-à-vis des autres, mais elle touche d'abord à ma flexibilité, à moi, ma capacité à accepter de manière inconditionnelle ce que la vie me réserve. On en parlera plus tard, puisque tu veux que nous parlions aussi du bonheur au travail, mais la première des choses, c'est ça nécessite des compétences, alors que souvent les gens peuvent avoir en dehors du travail et qu'ils n'osent pas avoir dans le travail parce qu'ils ont l'impression que c'est pas le bon endroit. Et tu sais, je parle souvent dans mes conférences de ce que j'appelle le management contenant. Je sais pas si tu te souviens, et notamment du management qui est inspiré d'une grande dame qui s'appelait Maria Montessori et qui parlait de la contenance. Et je rappelle souvent que il y a un modèle, une forme de méta-modèle de management, c'est-à-dire que c'est un modèle qui englobe l'ensemble des modèles de management et qui touche 5 points qui sont essentiels. Le premier, c'est la nécessité, surtout dans des contextes de mouvement comme ça et de changement, de sécuriser les collaborateurs. Alors de les sécuriser au travers d'entreprises qui ont des comptes solides, avec un haut de bilan costaud, avec des réserves, mais c'est aussi les sécuriser avec un cadre de travail et des règles du jeu, c'est faire en sorte de les sécuriser aussi sur le plan de leur affirmation. Une grande difficulté qu'on a depuis très longtemps, c'est que depuis qu'on est tout petit, même à l'école, nos professeurs, voire parfois nos éducateurs, voire même parfois nos parents, nous mettent dans un contexte où ils nous demandent de l'obéissance et où ils pratiquent à du contrôle. Or, un enfant comme un adulte ne peut pas se développer dans un cadre d'obéissance et dans un cadre de contrôle. Un enfant comme un adulte, il a besoin de s'affirmer et il a besoin d'autonomie. Voilà. Donc, tu vois que le système va à l'encontre. Donc, le premier point de la contenance, cette notion de sécurisation, c'est ça, c'est comment je peux permettre à quelqu'un de se sentir en sécurité pour qu'il puisse s'affirmer, dire ce qui est important pour lui, parler de ce que j'appelle moi son intimité professionnelle, c'est-à-dire la manière dont il vit intimement son travail,
la relation aux autres, et sécuriser ça de telle manière que les gens puissent précisément, en toute autonomie, s'ouvrir. Le deuxième point de la contenance, et qui touche à cette notion d'adaptation au monde, et justement avec tout ce que l'on vit là, c'est que l'entreprise, encore plus en ce moment, réponde aux principaux besoins de chaque individu. Et les principaux besoins, je viens de te les dire. Le premier, c'est le besoin, la nécessité d'autonomie et d'affirmation de soi. Et puis le deuxième, c'est le fameux, le haut de la pyramide de Maslow, c'est l'estime de soi, c'est la reconnaissance, c'est le fait de participer à quelque chose qui nous dépasse. Donc ça, c'est le truc qui est juste obligatoire. S'il n'y a pas ça dans un contexte de changement, c'est terrible parce que les gens piquent du nez et vont souvent dans de la déprime, voire du burn-out. Moi, j'ai eu ce matin un de mes clients et amis très proches qui est précisément à cause de cela dans le burn-out. Le troisième point, et tu en as parlé, c'est que ça nécessite dans ces contextes de changement encore plus de mettre en place des formes relationnelles qui favorisent la coopération, la co-création. Donc d'abord la coopération, c'est-à-dire c'est mettre en place du transversal, c'est faire se rencontrer les gens, les faire travailler ensemble dans un mode projet, et c'est multiplier les réunions. Alors souvent les gens me disent ouais mais les réunions, faut pas tomber dans la réunionnite. Moi je dis non. La différence entre réunion et réunionnite, elle est infime, mais elle est vachement importante. La réunionnite, c'est une réunion qui n'a ni cadre-temps, ni ordre du jour, ni objectif, ni compte-rendu, et ni participation avec des rôles définis. Voilà. Quand on tombe là-dedans, bien sûr, on fait le café du commerce et ça peut durer des heures, voire des journées entières. Moi, j'ai des entreprises qui font des réunions à la noix qui durent 8 heures. Qui ne veulent rien dire, où les gens s'épuisent, où ils en ont ras-le-bol. Donc, c'est multiplier les réunions au sens réunion, c'est s'unir à nouveau, c'est se rapprocher. Et c'est encore plus nécessaire dans un mode actuel où on est même séparé sur le plan physique puisqu'on fait du télétravail. Tu vois ? Donc, on voit bien que le télétravail, même si c'est une belle invention sur le plan technologique et numérique, eh ben ça nous permet, toi et moi, de discuter, toi en Allemagne, ici, moi à Lyon. Mais mis à part ce côté pratique, c'est quand même bien qu'on puisse se faire la bise, se voir, se rencontrer, échanger. Voilà. Le quatrième point de la contenance, c'est précisément la co-créativité, la créativité et le développement. C'est faire en sorte que les gens ils puissent se réinventer, qu'ils puissent remettre en cause des choses qui ne marchent pas. Et donc, du coup, ça nécessite que les coopérateurs, pas les collaborateurs, mais les coopérateurs, puissent avoir un regard très précis et très critique sur ce qu'ils font, critique au sens général du terme, c'est-à-dire que est-ce que ce que l'on fait amène un résultat qui nous va ou pas, avec cette fameuse loi de la variété requise, où on s'aperçoit dans un contexte donné que quand je fais quelque chose, si j'obtiens un résultat qui me va, c'est génial, je continue, voire j'en rajoute. Mais si j'observe que ce que je fais amène un résultat qui est merdique et qui ne me va pas, il faut que je fasse n'importe quoi d'autre que ce que je fais habituellement. Il faut que je change. La variété est requise. C'est une loi systémique mathématique qui est une loi qu'on a en nous depuis qu'on est né et qu'on est arrivé au monde. C'est la loi de l'adaptation au monde, la loi du feedback. Voilà. Et puis le dernier point, et ça clôt un petit peu la réponse à ta question, c'est précisément le fait qu'il faut, dans ces contextes-là, assurer tout ce qui amène du plaisir et de l'enthousiasme aux gens. Donc, c'est continuer de fêter éventuellement les victoires, peut-être de fêter les choses qu'on a ratées, mais qu'on a bien travaillé malgré tout, de telle manière que les gens puissent continuer à avoir cet enthousiasme. C'est ça les compétences d'adaptation au changement. Mais il y en a une qui est essentielle, c'est que chacune et chacun apprennent à observer avec recul et avec conscience, avec présence, ce qu'ils font et ce que ça amène comme résultat. Voilà. De telle manière qu'on puisse mettre en route cette fameuse loi de la variété requise, qui est juste une loi fondamentale, qui consiste à changer quand on doit le faire. Voilà. Donc quand ça marche, on ne change pas, mais quand on constate que ça ne marche pas, il faut changer. Voilà. Et c'est toute la difficulté. Donc, en fait, ce sont des compétences qui devraient être acquises par aussi bien des managers, mais aussi par des salariés. C'est des compétences que l'on devrait acquérir en travaillant sur soi, en faisant du développement personnel. Le manager étant jamais un aussi bon manager que s'il est d'abord un manager de lui-même, et puis du coup, un collaborateur, quel que soit son niveau dans la hiérarchie, puisse aussi avoir fait ce travail personnel
de développement de telle manière que, eh bien, il puisse à la fois donner le meilleur de lui-même avec plaisir et qu'il puisse aussi confronter ses managers si ces managers ne sont pas dans une logique de changement et d'accompagnement qui touche à la bienveillance, qui touche à l'humilité, qui touche au respect, qui touche à la mise en place et au respect d'un cadre, avec toutes les compétences de communication que ça nécessite, c'est-à-dire de l'écoute, hein, de la capacité à prendre en compte le monde de l'autre de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que quand tu as en face de toi un collaborateur qui te dit je n'arrive pas à faire ce que tu me demandes, et bien que toi, en tant que manager, tu ne lui dises surtout pas mais non, mais pourtant c'est facile, parce que c'est juste pas de l'écoute. Voilà. Et ça nécessite de travail sur soi et puis effectivement de développer un peu ses compétences de communication, de relation à l'autre. Alors justement, le bonheur en entreprise, c'est le thème de ton prochain livre. Alors c'est le bonheur tout court, c'est la contagion du bonheur. Le livre s'appelle comme ça, il sort fin janvier, et effectivement, ça touche beaucoup aussi au bonheur en entreprise. Et un des points essentiels, et là aussi, ça touche à des, je ne sais pas si on appelle ça des compétences, en tout cas, c'est une manière d'être et de prendre la vie. Je le dis souvent, ce qui nous rend profondément malheureux, quels que soient les contextes, et encore plus dans des contextes professionnels, parce qu'on est confronté à beaucoup de personnes, c'est notre incapacité à accepter de manière inconditionnelle ce que la vie nous réserve. Voilà. La vie, elle nous dépose tous les jours devant notre porte des choses que l'on va avoir une espèce de capacité à juger comme étant bonnes ou étant mauvaises. Mais ce que la vie nous réserve, c'est pas bon ou mauvais. On en est un bon ou un mauvais interprète. Mais la vie, elle est comme elle est. Elle n'est pas comme elle devrait être, tu vois. Et toute notre difficulté, c'est précisément de se rendre compte que ce qui crée notre malheur, c'est la différence entre ce que la vie me réserve et ce que j'aurais aimé qu'elle me donne. Voilà. Mais la vie, c'est pas moi qui le dis, c'est Virginia Satir de l'école de Palo Alto. Elle nous dit, Virginia, elle nous dit, la vie n'est pas telle qu'elle devrait être, elle est comme elle est. À vous de la prendre et d'en faire quelque chose qui vous permette le bonheur. Et le bonheur, ça n'est pas l'objectif, le bonheur, c'est le chemin, c'est-à-dire c'est la présence. Et c'est ta capacité ici et maintenant à être là où le plus bel interprète de ce que la vie t'a posé devant ta porte. Voilà. Alors, elle peut te poser, comme ça m'est arrivé moi il y a 3 semaines, un bel accident de VTT. J'ai beau éventuellement râler une demi-seconde parce que ça me fait mal, eh bien, il n'en demeure pas moins que si je continue dans ma tête de me dire « Oh merde, j'avais en prévision de partir faire du télémark en randonnée à la montagne et je vais pas pouvoir faire tel truc et je vais pas pouvoir voir telle personne », je me crée moi-même un contexte de malheur qui de toute façon ne changera rien à la vie et qui me fait d'une certaine manière apparaître comme si j'étais comme si j'étais plus fort que la vie. Mais je ne suis pas plus fort que la vie. La seule chose que je dois faire, c'est accepter telle qu'elle est cette vie et l'interpréter du mieux que je peux. Voilà. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, le bonheur dans la vie et le bonheur au travail, pour le coup, c'est très précisément la même logique. Le bonheur au travail, c'est vrai qu'on n'est pas content quelque part. On a le droit de pas être content, hein, bien sûr, mais entre ne pas être content sur le moment parce qu'on a une forme de réaction et puis après accepter les choses en se disant de toute façon je peux pas les changer, donc vivons-les du mieux que je peux et que j'en sois moi le plus bel interprète, c'est pas du tout pareil que si je me mets à râler, à être frustré, à être cynique et à hurler sur tous les toits que la vie est injuste avec moi et qu'elle est sympa avec les autres. Non, c'est comme ça. On est des transformateurs de la vie. On est des transformateurs, on transforme parfois le plomb en or. Voilà. Et comme c'est de l'alchimie, hein, c'est de l'alchimie personnelle, tout ça. On voit dans les entreprises des nouveaux métiers qui émergent, comme les happiness managers, donc les personnes qui apportent du bonheur en entreprise. Ouais. Alors ça, c'est aussi. Alors là aussi, c'est pareil. Je trouve que c'est juste génial. Tu sais, quand on parle de la journée mondiale de la gentillesse, le Chief Happiness Manager, etc. Tous ces nouveaux métiers, toutes ces nouvelles journées, tous ces événements sont la preuve que tout ça devient de plus en plus important. Moi, je trouve que c'est chouette d'avoir ce type de métier-là.
Après, il faut être très vigilant parce que souvent, tu as des entreprises qui en font un marketing interne. Donc, qui vont mettre en place des endroits super sympas dans l'entreprise pour jouer au baby-foot, pour aller faire la sieste ou pour faire je sais pas quoi. Mais il n'en demeure pas moins que si les principaux acteurs en termes de management et d'animation d'entreprise sont eux-mêmes restés des enfoirés ou en tout cas des gens pas forcément très chouettes, eh bien, ils auront beau mettre en place du Chief Happiness Manager ou du baby-foot dans une salle de jeu, ça ne changera rien au fond de la relation. Voilà. Donc, je pense que c'est vachement chouette parce que c'est une manière de montrer que tous ces métiers, toutes ces valeurs dont on parle depuis tout à l'heure, de bienveillance, de gentillesse, de respect, etc., émergent de plus en plus. Mais moi, j'allais presque pousser le truc jusqu'au bout en me disant, tu sais, c'est un peu comme le syndicalisme. À un moment, le syndicalisme, c'était utile parce qu'à un moment donné, les salariés mouraient au vrai sens du terme sous les coups de joug de leur patron. Mais il n'en demeure pas moins que si le jour où le syndicalisme disparaît dans l'entreprise, ben, c'est juste parce que l'entreprise aura trouvé son équilibre humain. Ben là, c'est un petit peu pareil, tu vois. C'est une forme de syndicalisme positif, c'est-à-dire quelqu'un qui va choyer, qui va materner les collaborateurs au vrai sens du terme. C'est-à-dire qui va leur amener du soin, qui va leur amener de l'attention, qui va leur amener tous ces éléments-là. Mais ce qui sera juste génial, c'est le jour où on n'en aura plus besoin, tu vois. Donc, pour l'instant, voilà, on a une montée comme ça parce que c'est nécessaire, avec la vigilance dont je te parlais, qui est que il faut pas que ce soit un truc marketing, voilà. Et puis peut-être qu'un jour ça disparaîtra, et quand ça disparaîtra, c'est juste que on sera tous des super managers happiness, tu vois. Génial, génial cette Bah perspective. ouais. Bah oui, 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 ça arrive puisque justement on est dans la montée là pour Oui, l'instant. oui, oui. Donc il faut continuer en fait de porter la bonne parole et ces messages. Oui, 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 ouais. Et puis surtout, il faut veiller, tu sais, à renforcer ces relations humaines. Moi, je dis souvent dans les équipes, pour qu'une équipe fonctionne, il faut pas que ce soit uniquement des équipiers qui soient les meilleurs du monde dans leur matière. Moi, je préfère dire aux entreprises d'embaucher des gens qui sont légèrement moins bons que les champions du monde de leur matière, mais qui ont cette capacité relationnelle à s'adapter et à créer le consensus autour d'eux. Et eux, ils vont faire monter l'ensemble de l'équipe parce qu'il va y avoir une relation proximité de confiance qui fait que les produits ou les services seront géniaux, que les gens les vivront de manière super positive. Donc on met en avant plus les compétences humaines maintenant que les compétences techniques en entreprise. Eh bien, de plus en plus, ça veut pas dire, il y a certains métiers sur lesquels il faut des compétences, hein, mais tu vois, moi qui travaille beaucoup dans le domaine du sport, j'ai accompagné des équipes de football et j'ai accompagné tous les entraîneurs nationaux, je les ai formés dans le cadre d'un programme qui s'appelle le DEPF, Diplôme d'entraîneur professionnel du football, qui est le niveau licence maîtrise de l'entraînement footballistique. Et j'ai eu la chance, moi, pendant ces formations, de pouvoir accompagner des gens comme Didier Deschamps, Laurent Blanc, Alain Giresse, Jean-Pierre Papin, toutes ces sommités. Et celles qui ont compris l'essentiel ont compris que quand on bâtissait, par exemple, une équipe de football, on l'a vu avec Didier Deschamps lors de la dernière Coupe du Monde, eh bien, il mettait dans l'équipe des gens qui n'étaient pas forcément les meilleurs sur le papier, mais qui étaient des gens qui, humainement, avaient les capacités à se couler dans l'équipe humainement parlant, tu vois, mais qui étaient bien sûr pas des manches, hein. Ils étaient bons sur le plan footballistique, mais c'était pas forcément les meilleurs du monde. Il y avait des gens il y avait des gens sans doute qui étaient bien meilleurs qu'eux, mais il les a pas pris parce que c'était des gens qui étaient profondément plutôt égoïstes, plutôt égocentrés et qui n'étaient pas capables de jouer le collectif, tu vois. D'accord, d'où le collaboratif, une... D'où le collaboratif, le coopératif, avec toutes ces compétences humaines qui sont toutes celles dont on a parlé jusqu'à maintenant. Écoute, merci beaucoup Franck, c'était vraiment très très sympa de partager ça avec toi et puis aussi d'avoir partagé ton expérience pour les personnes qui verront cette vidéo. Moi Merci aussi, et ouais, gros à très bisous, bientôt. à tout bientôt, hein. Ciao. Ciao.